Tia Brown Sugar, je suis blogueuse, youtubeuse, hôtesse de l'air, tout ça. Je vous raconte mon histoire tout de suite sur Do You Know My Story. Doucement Tia, 2 minutes, laisse-moi te présenter quand même. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo de Do You Know My Story. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir et l'immense honneur de recevoir Tia Brown Sugar. Attends, quoi? Ah, vous ne connaissez pas Tia Brown Sugar? Bon, ça m'étonnerait. Mais je vais vous raconter un petit peu qui elle est. Posez-vous, restez avec nous et je vous raconte ça. En fait, Tia, c'est une Martiniquaise. Oui, je me permets de préciser parce que c'est quelque chose qu'elle revendique assez souvent quand même. Donc je trouve ça plutôt pas mal, plutôt cool. Donc c'est une Martiniquaise slasheuse. Pourquoi je dis ça? Donc déjà c'est quelqu'un qui a d'innombrables casquettes, comme elle a pu vous le dire au début de cette vidéo. Donc Tia a travaillé à la radio, à la télé, elle a un blog, elle est sur YouTube. C'est vraiment quelqu'un qui a été très présente et qui est toujours très présente au niveau des médias. Donc c'est quelqu'un qui a cette expérience à ce niveau. Ensuite, elle a un autre métier qui, bon, n'a pas grand chose à voir, mais c'est justement pour ça que pour moi c'est une slasheuse. Donc elle a eu toutes ces expériences au niveau média et elle a également un autre métier à côté. Elle est hôtesse de l'air. Donc voilà pour résumer tout ce dont elle va nous parler. Donc elle va d'abord commencer par nous expliquer d'où elle part, comment elle a commencé et comment ses expériences dans tous ces médias ont commencé, et elle nous parlera également de son expérience d'hôtesse de l'air. Dernière chose, nous avons tourné cette vidéo dans un café et du coup malheureusement il y a du bruit, donc je m'excuse par avance, mais je vous assure on finit par l'oublier le bruit et on se concentre assez facilement sur ce qu'elle a à dire. Donc j'arrête de parler et je laisse la parole à Tia. J'ai fait une seconde laboratoire, j'ai pas du tout aimé. La biologie, les trucs comme ça, c'était pas mon truc. Et ensuite, j'ai fait une première et une terminale action commerciale. Marketing, communication, commerce, voilà. Okay. J'ai eu mon bac. J'ai fait une première année de BTS, toujours action commerciale. Et c'était dans le but de devenir quoi? Je sais pas. Ah, juste comme ça. Ok, d'accord. Honnêtement, à l'époque, je savais pas quoi faire. Je savais pas quoi faire et donc voilà, je me suis retrouvée là, j'ai continué. En parallèle de mes études, j'étais au lycée. Au lycée, ma mère organisait des soirées où elle faisait appel à des DJ. Et un soir, il y a un DJ qui me dit « Vas-y, prends ma place, prends les platines. » Comme ça. Ok. Ce mec travaillait aussi dans la radio de la commune où j'habitais. Et alors bien sûr, j'ai fait n'importe quoi, mais pas trop mal quand même. Pas trop mal. Et ce qui fait que je me suis retrouvée, il m'a demandé si ça m'intéresserait de faire la radio. J'avais 14 ans, je crois, 14-15 ans. J'avais jamais fait de radio, je me suis dit pourquoi pas. La première émission de radio que j'ai faite, c'était avec lui. Et c'était une émission de musique traditionnelle. Et on écoutait la musique de la Martinique, Bel Air, Biggie, et voilà. Donc moi à 14 ans, émission de radio traditionnelle. Mais j'ai kiffé. Mais tu faisais quoi? Tu commentais? J'étais animatrice. Okay. J'étais animatrice, lui il était à la technique et moi j'étais animatrice. Donc je parlais des dessins pris, de l'Hugo à la ville et voilà. Ce sont des sujets qui t'intéressaient déjà? Ouais, parce que je faisais de la danse traditionnelle. Okay, j'en ai fait pendant longtemps. Et j'ai trouvé ça super sympa. Le directeur de la radio a trouvé que j'avais énormément d'énergie, que j'étais pétillante. Et un soir, il y a un monsieur qui appelle et je sais pas pourquoi il fait une blague sur les femmes. Et moi je rentre dans un débat, homme, femme, machin, tout ça. Et avec le monsieur qui devait avoir peut-être 40 ans, je sais pas, 40, 50 ans, on tient l'antenne pendant presque 30 minutes à parler d'hommes, femmes, ce que les femmes font à la maison, ce que les hommes ne font pas, machin. Et
puis à partir de là, le directeur qui me dit non mais il faut faire un truc avec toi, il n'y a pas moyen, il faut faire un truc avec toi. Et il me demande si j'ai pas des copines qui aimeraient faire une émission pendant les vacances. J'appelle 2 copines et on fait l'émission phare de cette petite radio à l'époque et on reçoit toutes les stars de l'époque. Donc il y avait, c'était la mode, Eric Virgal et Orlan qui venaient de sortir un album qui cartonnait. On les a reçus. Donc moi, c'était l'année, j'ai commencé l'année de mes 15 ans, cette émission-là. Donc l'année de mes 15 ans, je suis en train d'interviewer Eric Virgal, grande star en Martinique, et toutes les stars qui passaient par là, qui passaient dans le nord, c'était dans le nord de la Martinique, passaient dans cette radio parce que à l'époque c'était quand même une grosse radio. Et j'étais là pour faire des interviews à 15 ans. Donc j'ai commencé la radio à 15 ans, véritablement. Donc je continue aussi mes études. Arrivé en BTS, je suis pas très passionnée par ce que je fais. Et je rencontre, je faisais un stage. Et pendant mon stage, c'était à la foire de Dillon. Je rencontre des mecs d'énergie et on sympathise comme ça, mais sans plus, on sympathise. Et comme eux bossaient à la radio, je me suis dit, avec énormément de prétention, mais vraiment, hein, avec beaucoup de prétention, tu as bossé, allez, presque 1 an dans une petite radio, tu peux bosser à Son FM. Donc, 18 ans, j'appelle Son FM et je leur dis, voilà, je voudrais être animatrice chez vous. Okay. Et là, je me rappelle, c'était Captain Joe qui me dit, mais t'as fait quoi avant? Alors je dis, ben, j'ai bossé à Radio 22. Il me fait quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Inconnu. Inconnu au bataillon. Et je lui dis, ben, c'est une radio de basse pointe, voilà, mais je me démonte pas. Et il me dit, mais t'as fait que ça? Et je lui dis, bah oui. Et il me dit, bah, tu sais quoi? Je sens que t'es motivé, mais continue à bosser, fais des stages en radio, tout ça, et après, une fois que t'auras un peu d'expérience, reviens. Et donc Son FM me dit non. Mais en même temps, j'entends que RCI recherche une chroniqueuse pour faire les avis d'obsèques. Oui, mais je suis comme ça, je me démontre. Il faut rentrer par une porte de toute façon. Si c'est celle-là, ben, j'irai. Ok. Et donc je postule. Je postule pour faire les avis d'obsèques et on me dit, ben, on va te rappeler. Et finalement, on me rappelle. Mais on ne me rappelle pas pour les avis d'obsèques. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait le groupe Son FM qui cartonnait et en face, il y avait le groupe Énergie RCI. Donc c'était vraiment les rivaux de tout temps. Et donc, Son FM dit non, je passe de l'autre côté. Et RCI me dit oui, mais RCI, moi je pensais faire voilà, ces petites chroniques de 10 minutes, même pas. Et en fait, ils ont tellement aimé qu'ils me proposent de faire l'émission des vacances avec Charlie, qui est l'animateur phare de cette radio en Martinique. Ouais. Et on me propose de faire l'émission avec lui en tant que chroniqueuse. Donc lui, ce serait l'animateur phare et moi, je serais une chroniqueuse de cette émission. Et l'émission, on la ferait en direct d'hôtel, partout en Martinique. Ouais, je m'en souviens. Et je commence véritablement dans le milieu, on va dire, professionnel comme ça. Et là, je rencontre mais tout le monde, Kassav, Lord City. Et je me dis que j'aime vraiment ça. J'aime vraiment ce milieu. C'est particulier comme milieu. La radio, c'est vraiment particulier. Mais j'aime cet univers. C'est une grande famille, surtout aux Antilles. Tout le monde se connaît. Et je me dis que je veux vraiment faire ça. Donc, tu as arrêté ton BTS à ces... Alors, j'ai arrêté le BTS parce que ça ne me plaisait plus. Et j'ai commencé à bosser. Ok, d'accord. J'ai fait un petit boulot. Je bossais dans un magasin de vêtements. Okay. Et donc, je bosse dans un magasin de vêtements. Je bosse... non, j'ai d'abord bossé à RCI parce que ça commençait pendant les grandes vacances. Donc pendant 2 mois, j'ai fait RCI. Ah oui, ok. Et à la rentrée, j'ai commencé à bosser dans une boutique de vêtements. D'accord. Et courant septembre, il y a Jimmy d'Énergie, toujours du même groupe, qui me dit « Ouais, j'ai vu ce que tu as fait pendant les grandes vacances. Et franchement, je pense que ce serait sympa que tu bosses avec nous à Énergie. » Donc d'RCI, je passe à Énergie. Et là, je fais l'émission du soir qui s'appelle My Libre Antenne. Je l'ai fait pendant 3 ans, je crois. Et c'est une émission où je suis avec 3 mecs. Et moi, je suis la grande gueule, la forte tête du groupe. Et on débat de plein de choses pendant 4 heures le soir. Et l'une des plus belles expériences de ma vie, parce que j'ai vraiment appris une autre radio. La Libre Antenne, c'est une radio qui est totalement différente, qui n'a pas les mêmes codes que la radio qu'on peut écouter le matin, très carré, où on ne peut pas dire n'importe quoi. Ah la Libre Antenne, voilà. C'était vraiment libre.
Et à cette époque, on me propose de bosser comme barman. J'ai jamais fait ça. Mais on me dit, je te vois bien au bar. Et je dis, pourquoi pas. Ce qui fait qu'en fait, le matin, je bossais, la journée, je bossais dans le magasin de vêtements. De 20h à minuit, je bossais à Énergie. Et le jeudi, vendredi, samedi soir, après Énergie, je bossais en boîte de nuit jusqu'à 3h du matin. Ben non, même jusqu'à 6h du matin, des fois. En boîte de nuit, tu servais aussi? J'étais au bar, je faisais des cocktails. Ok, d'accord. Et j'ai fait ça pendant 3-4 ans. Je cumulais les boulots comme ça. Énergie est restée, le bar est resté. Et à un moment, déjà là, le BTS est fini. Et je me dis, est-ce que je reprends mes études ou pas? Et je me suis dit, non, j'avais envie de bosser. Je voulais véritablement bosser. La radio me plaisait. J'étais pas payée pour faire ça. Faut le savoir, à l'époque, j'étais pas payée pour faire ça. Mais j'adorais ce que je faisais. Ok, d'accord. Et c'est vrai que des fois, on arrive à un stade où on se dit, est-ce que je travaille pour le plaisir ou est-ce que je travaille pour manger? J'ai décidé de faire les deux. Ce qui fait que j'ai cumulé les boulots. Donc je suis restée à Énergie parce que j'étais passionnée de ça. Le bar, j'aimais beaucoup ça. Et à côté, j'avais un boulot alimentaire. Jusqu'au jour où on me propose de bosser dans une banque. Mais en même temps, j'ai deux propositions de boulot. On me dit, tu peux bosser dans une banque ou tu peux bosser dans un magasin de CD et vendre des albums. Mais attends, la banque, pourquoi ça? Parce que j'ai une cousine qui travaille. Ah, d'accord. Voilà. Le réseau. Le réseau, très important, le réseau. Et je me dis que la banque, en plus j'avais 20 ans, 19-20 ans. À un moment, je me suis dit, la banque, c'est quand même la sécurité. Mais est-ce que je vais m'épanouir? Est-ce que je vais m'épanouir dans ce milieu? Je me suis dit non, clairement pas. Donc j'ai choisi le magasin de CD. Et beaucoup de personnes n'ont pas compris. Mais en même temps, tous les jours, j'avais de la musique dans la tête et j'étais bien. Et ça a duré 5 ans. Ça a duré 5 ans. Entre-temps, My Libre Antenne s'est arrêtée. My Libre Antenne s'est arrêtée. Le milieu de la nuit aussi, parce que c'était quand même étroitement lié. Donc je travaillais uniquement que dans le magasin de CD. Et un jour, Jimmy, avec qui je faisais My Libre Antenne, me dit, il y a ATV, un mec d'ATV qui est venu me voir pour me proposer une émission à la télé. Et ce serait une émission à 2. Moi, j'ai envie de le faire, mais je veux le faire avec toi. Et je lui dis, ouais, mais une émission de quoi? De quoi, ouais. Et il me dit, une émission de musique. Ah, ouais, j'avais jamais fait de télé. Et je lui dis, bah ouais, pourquoi pas? Alors moi, je suis partisan du oui. Oui, on fait. Et après, on voit si ça passe ou pas. Mais oui, on fait. Et finalement, ça a bien marché. Ça a bien marché. C'était comme à la radio, sur la TV. Je crois que ça a duré 2 ou 3 ans. Je sais plus. 2 ou 3 ans, un truc comme ça. Ça passe à quelle heure? Ça passait le dimanche après-midi, après Dancehall News. C'était une très belle expérience. On a fait découvrir plein de talents. Et là aussi, c'était pas prévu. Mais j'étais super contente de le faire parce que j'ai appris des choses. J'ai rencontré des gens super intéressants. Et à un moment, ça s'est terminé aussi et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Le magasin de CD, ça ne me plaisait plus et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Quand on est jeune actif, qu'on n'a pas forcément un matelas rempli de dollars ou des parents super riches, voilà, on peut se faire plaisir, mais il y a toujours ce côté logique où on se dit, mais il faut quand même manger, quoi. Il faut quand même manger. Et j'ai eu de la chance parce que je cherche un boulot. Je suis toujours au magasin de CD, mais je cherche un boulot en me disant je veux faire autre chose. Donc je commence déjà en Martinique. Toujours en Martinique. Okay. Donc je me dis je veux chercher autre chose. Je sais pas quoi, mais j'ai envie de changer. Donc je commence à chercher et rapidement je trouve un poste comme assistant de direction pour le groupe Projet Albert. Et je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas, une certaine stabilité financière, je grandis, pourquoi pas. Et ça se passe très bien avec mon boss du magasin de CD, donc il me laisse partir sans m'emmerder, ça se passe très bien. Sauf qu'en 6 mois, je réalise que assistante de direction, être derrière un ordinateur, pardon, c'est trop calme pour toi. De 7h à 19h, c'est pas mon truc. C'est cool, hein.
c'est cool, il y a plein de trucs à faire, voilà. Mais c'est pas du tout mon truc. C'est voilà. Et donc là, je me retrouve au chômage parce que je ne reste pas. Alors je ne reste pas, je sais que je ne veux pas rester, en même temps, sincèrement, le boss de Roger Albert, avec qui je m'entends très bien, me dit je sens que tu n'es pas faite pour ça. Ah ouais. On parlait très bien et il me dit je sens que tu n'es pas faite pour ça, toi qu'est-ce que tu en penses? Et honnêtement, les larmes aux yeux, je lui dis je sais que j'aime pas ça. Mais en même temps, je lui dis ça, les larmes aux yeux, mais derrière, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Ouais, parce que là, j'ai plus rien. Là, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus la TV, il n'y a plus rien. Ouais. J'ai plus d'options. Et je me retrouve au chômage. Et là, on me dit, tiens, pourquoi tu n'essayerais pas le recrutement d'Air Caraïbes? Ils recherchent des hôtesses de l'air. Qui, moi, non, je crois pas. J'ai jamais voulu faire ça. Je parle pas un peu d'anglais, non. Ah, tu parlais mais pas pas du anglais tout. à l'époque, ok. Pas du tout. Et en fait, à l'époque, donc ça fait 10 ans maintenant, Air Caraïbes proposait des contrats, ça s'appelait des... Je sais plus comment ça s'appelait. Voilà, c'est une formation qu'Air Caraïbes payait. Elle payait l'intégralité de la formation. Tu passais ton diplôme. Si tu l'avais, tu bossais pour Air Caraïbes. Ok, d'accord. Et c'était quoi? C'était théorique ou bien Théorie et pratique aussi? Théorie et pratique. Et donc, je passe les sélections, mais sans grande conviction, parce que je me dis que je ne suis pas du tout faite pour ce métier et on va le voir. Et au final, première sélection, ça passe. Deuxième sélection, ça passe. Je me dis, bon, on va essayer. Et finalement, ça passe. Et il y avait pas d'anglais, il n'y avait pas d'entretien en anglais. Alors en ou fait, des choses comme ça? l'avantage quand tu bosses sur une ligne qui fait les Antilles et les Antilles françaises, ok. c'est que l'anglais, on n'utilise pas énormément. C'est pas une condition sine Alors qua non. si, c'était une condition. Ah, quand même. C'était une condition et on m'a posé la question, on m'a dit et au niveau de l'anglais? Et j'ai dit ben là je suis en train de faire une formation, donc ça devrait être bon. Et la personne m'a dit bah ok, très bien. T'as joué à la plus maligne, quoi. Alors non, c'est vrai, je faisais la formation, je faisais un diff, mais je savais pertinemment que 120 heures de cours, ça allait pas me faire parler anglais, quoi. Faut pas non plus déconner. Ouais. Mais j'ai pas menti, c'est passé. Et donc j'ai fait ma formation, ça s'est bien passé et j'ai intégré la compagnie il y a 10 ans. Ça fait 10 ans que je suis Air Caraïbes. Maintenant, je suis chef de cabine, j'ai passé les sélections. Chef de cabine temporaire, je n'ai pas encore validé ma titularisation. Ok. Mais, et donc tu as une formation du coup pour comment est-ce qu'on passe de personnel navigant commercial à chef de cabine? Alors déjà il y a l'expérience. Moi ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que je suis là. Je pense qu'il faut beaucoup de qualités pour passer de l'un à l'autre et pas forcément les mêmes. Pour être PNC, pour être hôtesse de l'air ou steward, il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute, il faut être polyvalent, il faut être ouvert d'esprit, il faut être dynamique, il faut pas avoir peur de travailler, sincèrement. Surtout quand on fait du long courrier avec des avions où on peut avoir 300, 400 personnes. Il ne faut vraiment pas avoir peur de travailler. Voilà, c'est plein de petites qualités comme ça. Et quand on passe à chef de cabine, finalement, c'est du management, c'est de l'encadrement. Donc en plus de ces qualités-là, il faut savoir manager une équipe. D'accord, ok. Et c'est ça qu'on demande à un chef de cabine, c'est passer à un échelon supérieur. Tu deviens un peu, entre guillemets, cadre. Et c'est ce qu'on demande à un chef de cabine. Mais tes tâches sont différentes du coup. Enfin, est-ce que tu fais toujours, tu sers dans l'avion? Oui, bien sûr. Okay. Toujours la même chose. En fait, quand tu montes en grade dans l'aérien, on te rajoute des tâches. Tu fais toujours la même chose. Ah, et tu as de l'administratif ou du management en plus, quoi. Voilà, exactement. Donc, des choses que je ne faisais pas quand j'étais PNC parce que c'était pas à moi de les faire. Ouais. Aujourd'hui, par exemple, il y a un souci dans l'avion, on m'appelle. On m'appelle et on dit... C'est toi qui es en liaison avec le cockpit ou pas? Par exemple. Ah, d'accord. Donc, s'il y a un souci avec un passager, maintenant, les collègues m'appellent en disant, voilà, je vous présente ma chef de cabine, elle va régler le souci. Bah, avant, moi, j'appelais la chef de cabine. Maintenant, ça va régler le problème. Mais voilà, c'est des petites différences comme ça qui ont leur importance parce que ça montre aussi l'échelon un peu. Il y a la hiérarchie dans l'avion. Mais c'est une belle évolution. C'est une belle évolution. On me pose souvent la question, est-ce qu'on peut évoluer dans ce métier? Oui,
on peut évoluer, on commence à être en étant PNC, des fois même stagiaire, parce que dans ma compagnie on a des stagiaires. Donc on commence en étant stagiaire, ensuite on est PNC, ensuite on est chef de cabine principale. Et il y a même, alors c'est très rare, mais il y a même des chefs de cabine principaux qui sont passés commande de bord. Ah ouais? Il faut faire la formation, il faut se former, c'est pas comme ça. Mais voilà, rien n'est impossible et on peut vraiment évoluer. Il faut simplement avoir la motivation et se dire qu'il faut travailler. De toute façon, on n'a rien sans rien. Si on ne travaille pas, ben voilà, il n'y a rien. Ok. Et donc tu as dit que lorsque tu as commencé la formation, on t'a posé la question pour l'anglais et que tu faisais ta formation et tout ça. Mais comment tu as évolué du coup? Est-ce que genre entre deux vols, tu étudiais l'anglais? Comment tu as fait? J'ai toujours eu un rêve depuis très longtemps, c'est de partir aux États-Unis et vivre quelques temps. Et je crois que la première fois où je me suis dit que j'aurais pu faire ça, j'avais 18 ans. Et l'année de mes 29 ans, je me suis dit mais putain, j'ai toujours pas fait ça quoi. J'ai toujours pas fait ça et j'étais à une période de ma vie, je pense que c'était l'approche des 30 ans, où je me posais plein de questions. Est-ce que j'étais vraiment heureuse dans ce que je faisais? Est-ce que j'étais heureuse en tant que femme? Est-ce que j'étais la femme que je voulais devenir? Voilà, j'étais dans une période où je me posais plein de questions et je me suis dit, déjà commence par faire ce que tu as envie de faire. Et j'ai fait un CIF, j'ai fait un CIF, qui est une formation longue, et je suis partie aux États-Unis pendant 6 mois. Je suis partie aux États-Unis pendant 6 mois dans une école linguistique pour apprendre l'anglais. Je suis partie toute seule. En immersion quoi. Voilà. L'avantage du CIF, quand on est en CDI, c'est que c'est l'entreprise en gros qui, par le biais de ses cotisations, paye la formation et on a un maintien de salaire. Ouais. Ce qui n'est pas négligeable. C'est clair. Donc j'ai fait ce CIF sur 6 mois et je suis partie à San Francisco. Je connaissais personne. Je suis arrivée dans une auberge de jeunesse. J'étais toute seule dans ma chambre. Je suis arrivée un soir à 2h du matin et je me suis dit qu'est-ce que je fous là? Mais j'ai adoré. Ouais, mais j'ai adoré parce que cette expérience, hormis le fait d'apprendre l'anglais, parce qu'en plus j'étais dans une école, donc c'était anglais à toutes les sauces, je me suis retrouvée face à moi-même, toute seule, et je me suis posé tellement de questions et j'ai eu les réponses parce que voilà, en gros il n'y avait rien pour me parasiter, j'étais vraiment là et il fallait que je trouve les réponses quoi, il fallait que j'avance. Et ce séjour pendant les 6 mois m'a vraiment fait du bien, ça m'a fait grandir. Je sais que quand je suis revenue en Martinique, j'étais différente. J'étais différente parce que j'avais vécu quelque chose de super fort émotionnellement et j'ai rencontré des gens mais formidables de tous les pays, des Arabes à qui on a parlé de leur culture, de la femme, des Asiatiques aussi. Et il y avait des Africains, des Italiens, il y avait... T'as eu une ouverture d'esprit que j'avais pas eu en restant. Et pourtant je pensais l'avoir, et en fait non, pas du tout. J'ai vraiment appris celle que j'étais et celle que je voulais devenir. J'ai réalisé celle que je voulais devenir et ce voyage a été vraiment bénéfique, vraiment bénéfique. Donc l'anglais je l'ai appris comme ça, en partant. Ok, d'accord. Mais du coup, tu as commencé à être au test de l'air à quel âge en fait? 25 ans. Ah, voilà. Ok, d'accord. Parce que je me posais aussi la question, est-ce qu'il y a une limite d'âge? Parce que c'est vrai que quand on prend l'avion, on voit pas non plus des femmes super âgées ou des hommes très âgés. Ah bon? Il y en a. Il n'y a pas de limite d'âge. Il faut avoir 18 ans, mais il n'y a pas de limite d'âge. Après, il faut savoir que c'est un métier qui est quand même très physique. Ça demande physiquement parce que voilà, il y a la pressurisation, parce qu'il y a le décalage horaire, parce qu'on ne dort pas énormément. Donc... Oui, je sais, c'est pas cool, vous auriez aimé avoir la suite maintenant. Mais restez connectés, abonnez-vous à la chaîne YouTube Do You Know My Story. Comme ça, vous serez prévenus immédiatement lorsque le prochain épisode, la suite de l'histoire de Tia, sortira. Je vous invite à la suivre, elle, Tia Brown Sugar, sur Instagram, sur YouTube et sur son blog également. Suivez-moi sur Do You Know My Story, sur Instagram, sur YouTube. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit like en bas pour moi et pour Tia.
et je vous dis à la prochaine. Bye bye.